Voilà. Donc j'avais oublié de remettre, je dis au journal la lucarne, j'avais oublié de remettre la machine après pause, donc on a réallumé tardivement, mais je relus pour l'instant simplement la première page que j'avais déjà lue tout à l'heure, qui est le début de la leçon du 28 mars 79 pour des raisons de continuité. On en est donc à la page 272 en haut, et la question de Foucault, bas de la page 271, c'est tous ces problèmes tournent autour d'un même thème ou d'une notion, c'est bien entendu le mot économicus. Je reprends les trois lignes, m'excusant pour les présents. L'homme économique, dans quelle mesure est-il légitime et dans quelle mesure est-il fécond d'appliquer la grille, le schéma, le modèle de l'homo economicus à tout acteur non seulement économique, mais social en général, en tant par exemple qu'il se marie, en tant qu'il commet un crime, en tant qu'il élève des enfants, en tant qu'il donne de l'affection et qu'il passe du temps avec ses gosses. Validité donc de l'applicabilité de cette grille de l'homo economicus. En fait, ce problème de l'application de l'homo economicus est maintenant devenu un des classiques, si vous voulez, de la discussion néolibérale aux États-Unis. Le background de cette analyse, enfin le texte, Précepte, c'est le livre de von Mises qui s'appelle Human Action, et vous trouverez autour, surtout des années 60-70, enfin dans cette décennie-là et surtout en 62, toute une série d'articles dans le Journal of Political Economy, l'article de Becker, de Kirchner, etc. S'il y en a un qu'il faut lire, c'est l'article de Becker que vous trouvez sur 68, et c'est celui-ci, je vous signale que Becker, pour ses mêmes travaux, et bien plus tard, bien au-delà de la mort de Foucault, en 92, si les souvenirs sont bons, a eu le prix Nobel d'économie, précisément pour ses travaux sur le théorie économique. Ce problème de l'homo economicus et son applicabilité me paraît intéressant parce que dans cette généralisation de la grille de l'homo economicus à des domaines qui ne sont pas immédiatement et directement économiques, je crois qu'il y a deux enjeux importants. C'est là que les choses deviennent intéressantes. L'enjeu le plus important, c'est sans doute le problème de l'identification de l'objet de l'analyse économique avec toute conduite, quelle qu'elle soit, qui impliquerait bien sûr une allocation optimale de ressources rares à des fins alternatives, ce qui est la définition la plus générale de l'objet de l'analyse économique, telle qu'elle a été définie en gros avec l'école néoclassique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'allocation de ressources rares? J'imagine que pour certains, ça ne dit absolument rien. Je ne dépasse des visages perplexes. L'allocation de ressources rares, c'est en réalité un concept économique relativement classique qui concerne l'utilisation de ressources limitées, notamment tous les facteurs de production, le travail, le capital, les matières premières, etc. etc. L'utilisation de ces ressources limitées, je répète, pour satisfaire à court, à moyen ou à long terme les besoins de consommation de la population et pour assurer aussi, parallèlement, le fonctionnement du capitalisme lui-même. Alors, cette allocation de ressources rares, c'est-à-dire cette gestion, cette utilisation et cette gestion de ressources par définition non illimitées, c'est pour ça qu'on les appelle rares, est le fait de plusieurs agents, des agents privés, par exemple des entreprises, des pouvoirs publics, par exemple des pouvoirs publics qui effectueraient des dépenses, des investissements, mais qui effectueraient aussi des prélèvements, par exemple le prélèvement des impôts pour financer des services non marchands, la justice, la police, les infrastructures, l'éducation, etc., etc., qui sont par ailleurs indispensables au fonctionnement de la société, qui elle-même est indispensable au fonctionnement du marché. Comment tout cela fonctionne? Eh bien, il faut un arbitrage. Il faut un calcul et un arbitrage, et donc il faut des institutions sociales qui soient capables d'arbitrer, par exemple, les prix des marchés. Pour éviter que les prix des marchés s'envolant, le marché lui-même dysfonctionne et remette en cause le fonctionnement général de l'ensemble. On a des arbitrages qui sont aussi effectués par des administrations, qu'elles soient nationales ou internationales. Pensez aux administrations françaises, mais pensez par exemple aussi aux dispositifs européens
qui ne sont pas nationaux, qui produisent des lois, et qui produisent aussi des réglementations. Bref, qui régulent, ordonnent, là on n'est pas très loin de l'ordolibéralisme, qui régule, qui ordonne, qui compense. L'utilisation des ressources non illimitées. Foucault dit, en réalité, on peut identifier toute conduite, en tout cas c'est le cas du discours néolibéral, on peut identifier toute conduite comme un objet susceptible d'être administré ou géré, exactement comme on administre ou on gère, en pondérant le gouvernement, les ressources rares. On continue, mais derrière cette identification de l'objet d'analyse économique avec ses conduites, qui implique une allocation optimale des ressources à des fins alternatives, on trouve la possibilité d'une généralisation de l'objet économique jusqu'à l'implication de toute conduite qui utiliserait des moyens limités à une fin parmi d'autres fins. Et on en arrive à ceci que peut-être l'objet de l'analyse économique, et là vous avez une belle définition, l'objet de l'analyse économique doit être identifié à toute conduite finalisée qui implique en gros un choix stratégique de moyens, de voies et d'instruments. En somme, identification de l'objet de l'analyse économique avec toute conduite rationnelle. Alors, il me semble que ces trois lignes sont absolument essentielles. L'économie politique revue par le néolibéralisme américain étant l'analyse économique à des pans entiers de la vie non directement considérés comme économiques, il en ressort qu'en réalité, la notion même d'objet économique s'en trouve modifiée, est susceptible d'être définie comme un objet économique, toute conduite finalisée impliquant un choix stratégique de moyens, de voies et d'instruments. Or, le cadre dans lequel se développe ce choix stratégique de moyens, de voies et d'instruments, comment on choisit la voie par laquelle on passe pour obtenir ce que l'on veut passer, ce que l'on veut obtenir, comment est-ce qu'on mobilise des instruments qui permettront de l'obtenir, etc., etc. Tout ce choix-là, il s'inscrit dans une conception du comportement humain qui ressort de ce qu'on a appelé à peu près à la même époque les théories du choix rationnel. Le présupposé, c'est que la mobilisation stratégique des moyens, des voies et des instruments, voies VOIES, partout, et des instruments, relève d'un choix qui est un choix rationnel. Les théories du choix rationnel sont un ensemble de théories de l'action qui sont développées en économie. Et c'est vrai qu'elles constituent encore aujourd'hui un paradigme dominant dans le domaine de l'économie, mais elles sont aussi développées, par exemple, et c'est ce que je disais tout à l'heure en réponse à votre question, elles sont développées aussi en sociologie. Alors en sociologie, elles sont en concurrence avec d'autres paradigmes, pas nécessairement dans le paradigme du choix rationnel. Bourdieu n'est pas du tout dans la théorie du choix rationnel, par exemple. Du côté de l'économie comme du côté de la sociologie du choix rationnel, on tend à attribuer aux agents, aux individus qui agissent, un comportement rationnel qui, en raison d'un certain nombre de préférences, montre, ces agents, un comportement visant le plus grand profit, ou en tout cas, le moindre mal. Si on ne peut pas avoir le plus grand profit, au moins on cherche le moindre mal. Je reviens à l'exemple de Gary Becker de tout à l'heure sur les criminels. Le plus grand profit, c'est
obtenir par un comportement délictueux, je ne sais pas, moi, les cadeaux d'une banque. Ce que vous vous êtes fixé comme objectif de votre action criminelle. Le profit est celui-ci. Au cas où vous ne pourriez pas obtenir ce que vous voulez obtenir, le fameux masse de lingots dans le cadeau de la banque, ce que vous devez viser, c'est le moindre mal. Et du coup, tout se passe dans une balance entre les profits et les pertes devant nécessairement être limitées et les profits augmentés. Je vous disais tout à l'heure, je vous donnerai la référence précise du texte de Boudon dont je vous parlais. C'est un article qu'il a publié dans la revue du MOS. Boudon est mort, hein, pour ceux qui ne se souviennent pas. Il y a une quinzaine d'années, mais dans un numéro de la revue du MOS qui est le numéro 24 de l'année 2004, Boudon avait publié un texte qui s'appelait « Théorie du choix rationnel », théorie au singulier du choix rationnel, ou individualisme méthodologique, point d'interrogation. Et qui est un texte très discutable mais assez intéressant sur la manière dont les théories du choix rationnel ont investi l'espace de l'enquête sociologique. C'est un texte très polémique et assez intéressant en particulier parce que le choix rationnel, vous le comprenez bien, comporte le fait que tout comportement est de nature individuelle. C'est un individu qui choisit en fonction d'une minimisation du mal et d'une maximisation du profit le meilleur choix possible en fonction de la situation dans laquelle il se trouve. Ce qui veut dire qu'à la base de l'analyse sociale, il y a du comportement individuel et non pas des phénomènes sociaux. Donc je termine ma lecture. Est-ce qu'après tout, l'économie, ce n'est pas l'analyse des conduites rationnelles? Et est-ce que toute conduite rationnelle, quelle qu'elle soit, ne relèverait pas de quelque chose comme une analyse économique? Et là, vous avez une sorte d'extension maximale du domaine de l'économie à la totalité des comportements humains et du champ social, si on se place au niveau du monde individuel. Alors, bon, il est là. Donc je vais m'arrêter, il manque 2 minutes. Je reprendrai 10 minutes la fois prochaine sur le 273-274 parce qu'il y a 2 choses qui sont extrêmement importantes et qui me permettront d'introduire 2 objets que vous annonce à présent et qui vont nous fournir les 2 questions sur lesquelles on va s'interroger pendant ce dernier cours qui nous reste. Le statut de la liberté, dont on avait parlé un peu, auquel on avait fait allusion au début de ce cours. Si on parle de choix rationnel, on parle de choix libre. Qu'en est-il de la liberté? Si on parle, autre variante, d'investissement sur soi, on parle d'action libre. Qu'en est-il de la liberté? Et les politiques néolibérales sont-elles des politiques de gouvernement de la liberté ou des politiques de réinvention d'une notion de la liberté qui n'est pas du tout libre, mais qui est pensée autrement? Et dans ce cas-là, que faut-il opposer à la liberté néolibérale, si ce n'est notre propre servitude? C'est la première question. La deuxième question, c'est le statut de l'invention et des productions artistiques de manière particulière, mais en réalité plus généralement le statut des productions aujourd'hui, en ce qu'elles intègrent des éléments de création qui me semblent ouvrir à tout un autre pan où les comportements sont moins facilement prévisibles, pondérables, modélisables, et dans ces cas-là, quels sont les instruments pour gérer, administrer, gouverner des comportements qui ne seraient plus aussi rationnellement modélisables? Si tant est que ça n'ait jamais marché. Alors, c'est autour de ces 2 points qu'on va discuter, et si on a le temps, j'espère qu'on aura le temps, au moins un quart d'heure, je vous amènerai des textes très différents entre eux, dont 2 textes de Maurizio Lazzarato, qui est sociologue et philosophe, sur la dette comme instrument du gouvernement des comportements non modélisables aujourd'hui. Et vous verrez ce que ça donne au présent. Il est exactement l'heure, donc on s'arrête.
ramener vos fascicules de texte pour qu'on termine les 2 dernières pages que je voulais faire.